terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Dindon, il est très content de voir le type arriver pour le nourrir tous les jours, jusqu'au jour où le type arrive pour en faire une dinde de Noël. Les États-Unis seraient prêts à frapper l'Iran. Depuis Washington, Donald Trump continue de souffler le chaud et le froid. Alors maintenant, nous allons peut-être devoir aller plus loin, ou peut-être pas. Non. Oui, peut-être. La Maison-Blanche affirme qu'il serait avisé pour l'Iran de conclure un accord rapidement car il y a, je cite, de nombreuses raisons de frapper le pays. Il faut un accord significatif, sinon de mauvaises choses vont se produire. Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. Vous le saurez probablement dans les 10 prochains jours. Probably 10 days. Voilà, Trump va frapper. Alors Céline, qu'est-ce qui se passe ? Eh oui, effectivement, peut-être une nouvelle guerre, effectivement, en Iran, et ça risque de peser lourd sur l'économie mondiale, André Berkoff. Eh oui, on ne sait pas. Alors les bruits de bottes se font de plus en plus insistants. On entend alors Trump qui dit attendez, on vous donne encore 10 jours. Les Mollahs qui dit on va fermer le détroit d'Ormuz. Enfin vraiment, les bruits de bottes se font de plus en plus grands. Mais vous savez, en époque trumpiste, c'est the art of the deal. On montre ses forces et puis on essaye de dealer. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors on va parler de ça évidemment avec notre ami Charles Gave qui vient de sortir ce livre remarquable sur le monde. Les nouveaux mondes. Les mondes de demain, absolument. Et nous allons parler de cela. Nous allons parler évidemment de ce qui se passe en douce France, avec Emmanuel Macron en Inde, qui règle ses problèmes avec Giorgia Meloni, avec ce qui se passe avec le drame de Quentin, avec est-ce que ça change ou quoi. Et puis nous allons parler d'un certain nombre d'autres choses, vous voyez. À la Banque de France, oui, la Banque de France, il se passe quelque chose d'assez amusant. Oui, vous savez, le patron va s'en aller avant du terme, mais ça bouge beaucoup. Royaume-Uni, etc. Et puis, en seconde partie, nous allons recevoir quelqu'un de très, très, très brillant qui vient de faire un livre, Céline, très brillant aussi dans Culture dans tous ses états. Alors, on reçoit qui ? Effectivement, on reçoit Fergan Aziari. Effectivement, il publie un essai courageux, André, dans lequel, il fait une critique sans concession de l'islam, qui est, selon lui, incompatible avec la modernité. Ce livre est surtout une ode à l'apostasie. Et oui, il ose demander aux musulmans de sortir de l'islam, ce qui lui vaut aujourd'hui d'être violemment critiqué sur les réseaux sociaux. Reste avec nous, il sera en direct sur Sud Radio. Et je rappelle que Fergan Aziari est musulman comorien, il faut le dire. Donc il fait une différence entre l'islam et les musulmans aussi. Donc on va en parler longuement, mais pour le moment, place à quoi ? À la guerre, à la confrontation. The art of the deal est en place. Et un éléphant, ne l'oubliez jamais, ça trompe énormément. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. André Berkoff, les États-Unis pourraient bientôt frapper l'Iran, André. Et si le régime des Mollahs tombe, les conséquences économiques et financières risquent d'être très importantes. Et pour en parler, nous avons le plaisir aujourd'hui sur Sud Radio de recevoir en direct Charles Gave, économiste, financier et président de l'Institut des Libertés. Bonjour à vous, Charles Gave. Et bonjour. Et de l'Université de l'Épargne. Et l'Université de l'Épargne, on en parlera d'ailleurs parce que, comme disait l'autre, épargnons, est-ce qu'il en restera toujours quelque chose? That is the question. Si vous le confiez votre épargne à l'État, la réponse est non. Voilà, déjà c'est une première constatation. Charles Gave, alors parlons un tout petit peu quand même de ce qui se passe, on va refaire un tour d'horizon, c'est toujours un plaisir de le faire avec vous, sur l'état des lieux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que cette histoire de l'Iran, ça fait quand même des semaines, on a su, ça a été terrifiant, 40-50 000 morts, les régimes des Mollahs qui massacrent son propre peuple, et puis aujourd'hui, Trump avait dit, oui, écoutez, allez-y, on vous suit, on sera là, etc. Alors, on s'est dit, art of the deal, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va quand même vers, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on a vu l'invincible ou pas Armada, qui s'est rassemblé du côté du détroit d'Ormuz et d'ailleurs autour de l'Iran. Qu'est-ce qui peut se passer sans faire de futurologie? Quels sont les enjeux maintenant, aujourd'hui? Si vous voulez, les enjeux, ça n'a pas changé depuis un certain temps. C'est que vous avez une tentative qui avait été faite d'ailleurs à l'initiative de Trump,
qui étaient les fils d'Abraham, vous vous souvenez? Absolument. Et donc, vous prenez... Les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, Les accords d'Abraham, oui. Et donc, vous prenez une carte et vous partez, mettons, de la Turquie, vous descendez vers la Syrie, vous traversez l'Irak, vous allez vers l'Iran, puis ensuite le Pakistan, puis vous terminez en Indonésie. Là-bas, vous avez un immense arc sunnite qui descend comme ça. Sunnite, c'est la principale religion des musulmans, en fait. Tout à fait. Et puis cet arc, normalement, tous ces pays sont en train de quasiment faire faillite. L'Égypte qui en fait un peu partie aussi, le Liban, n'en parlons pas, la Syrie, l'Irak, tout ça, l'Iran est en train de plonger. Donc tout ça, c'est un petit peu... Ça a été créé par l'Iran, avec son désir un peu curieux de supprimer Israël, quoi. Le petit Satan avant le grand Satan. Avant le grand Satan. Donc ils n'étaient pas tout seuls dans leur tête, ces gars-là. Et donc, l'idée de base, c'est que si on pouvait faire sauter l'Iran, si on retrouvait un régime normal, des Perses qui sont des gens très civilisés, on pourrait peut-être pacifier le Moyen-Orient. Vous savez, comme ça, OSS 117, là, c'était... aller me pacifier le Moyen-Orient. Bon, et à ce moment-là, vous auriez une zone de croissance inouïe, où il y a beaucoup d'énergie, et qui pourrait se brancher sur le développement de l'Inde, etc. Donc aujourd'hui, le seul blocage pour qu'il y ait un Moyen-Orient prospère... En pleine expansion, oui. C'est l'Iran. Alors bon, la question c'est comment on se débarrasse de ces gars-là. Vous avez probablement deux forces en Iran, c'est l'armée, et puis les gardiens de la révolution. Tout à fait. Donc, j'imagine, mais je n'en suis pas sûr, que ce que j'essaie de faire Trump, c'est de dire à l'armée, c'est le moment de vous révolter, et si vous vous révoltez contre les gardiens de la Révolution, on viendra vous aider. Mais ce que je veux dire, c'est... mais si l'armée se révolte pas, je vois pas... Parce qu'il a promis à tout le peuple américain de ne jamais faire des boots on the ground, vous savez, d'avoir des chaussures sur la terre. Qu'il n'y ait pas un soldat américain sur le territoire. Sur le territoire, et donc, c'est dans le fond un appel à l'armée iranienne. Bon, le moment est venu de prendre votre destin en main et de nous débarrasser de ce gars-là, quand même. Donc la grande question est de savoir si l'armée iranienne, parce que le peuple iranien, enfin une partie du peuple iranien, est vent debout contre le régime, ça fait 40 ans, on le sait. Voilà, c'est pas nouveau. Mais en fait, est-ce qu'à votre avis, si l'armée iranienne ne bouge pas, on ne sait pas, on le saura dans les semaines qui viennent, mais avec cette extraordinaire démonstration de force qui est quand même énorme, on voit très bien les armadas, etc., c'est au fond pour négocier, c'est-à-dire, est-ce que Trump est capable de dire, oui, d'accord, je fais tout ça, je déploie, mais à faire les mollahs, allez, je vais pas les renverser, on va quand même les contraindre. Il faut que les mollahs soient renversés de l'intérieur. C'est ça. Et donc, il commence à y avoir des bagarres entre les gardiens de la Révolution et l'armée iranienne, à ce moment-là, les Américains pourront voler au secours de l'armée iranienne. Mais ça me paraît difficile pour lui d'y aller tout seul, quoi. Ouais. Alors justement, c'est intéressant parce que parallèlement, comme vous le savez, Charles Gave, c'est intéressant, il a réuni pour la première fois hier le fameux Conseil de la paix à Washington. Il y avait quand même une quarantaine de pays depuis 47 pays, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, Indonésie. D'ailleurs, l'arc dont vous parliez, en partie, il est là. Hein. Israël, Cambodge, Égypte, etc. Trump a promis pour sa part une enveloppe de 10 milliards de dollars pour s'occuper de la reconstruction de Gaza notamment. Et l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont promis des fonds totalisant plus de 6,5 milliards de dollars. Oui, mais il va falloir qu'ils en donnent aussi un paquet à l'Égypte, qui est dans une situation très difficile. Mais oui. Est-ce que ça va jouer c'est-à-dire qu'il dit simplement aux Iraniens, c'est très bien ce que vous avez fait, mais j'étais pas prêt quand vous vous êtes révoltés là, donc vous vous êtes fait massacrer. Maintenant, c'est le moment d'y aller à nouveau dans les rues et peut-être d'entraîner l'armée avec vous. Sinon, il va être dans une situation difficile. Oui, hier, il a donné encore un ultimatum à l'Iran de 10 à 15 jours, dit-il. Oui. Mais c'est pas le premier ultimatum qu'il donne. C'est une nouvelle, bien sûr. Vous savez, c'est la diplomatie de la canonnière. C'est ce que faisaient les Anglais tellement bien. Quand il y a des gens qui payaient pas leurs dettes, ils envoyaient des bateaux qui canonnaient, puis... c'est ça. Donc, mais là, je crois pas qu'il va canonner. Ou alors, ils vont essayer de faire... L'alternative, c'est peut-être qu'ils vont essayer de faire une frappe, un peu comme ils ont fait au Venezuela. Ils savent où est le guide suprême, et ils vont aller le chercher avec une petite cuillère, quoi.
Ah oui, c'est ça, faire une opposition à la Maduro, enfin à la vénézuélienne. Exact, mais sauf que l'Iran n'est pas le Venezuela, c'est un... D'abord, c'est pas le Venezuela, mais pour faire ça, il faudrait qu'ils aient des complices sur place. Oui, c'est ça. Sinon, c'est pas gâté. Mais la question qui se pose aujourd'hui, Charles Gave, c'est effectivement, si la guerre éclate en Iran, quelles seraient les conséquences financières et économiques, effectivement, d'un tel conflit aujourd'hui ? Pour nous et pour le monde entier, surtout. Pour le monde entier, si vous voulez, il y a une grosse partie du pétrole mondial qui est produit dans cette zone et qui sort par le détroit d'Ormuz, là. Et il est tout à fait évident que tout ce pétrole va plutôt vers le Japon, la Chine et tous ces trucs-là. Ça vient pas tellement chez nous ni aux États-Unis. Donc, ça serait mal accepté. Enfin, ce serait une mauvaise nouvelle pour l'Asie pendant un moment assez court. Mais je pense que comme on a dû leur laisser le temps de faire des stocks, vous voyez, c'est-à-dire que... En tout cas, les cours du pétrole grimpent en flèche actuellement. Ils ont grimpé. Si vous faites des stocks, ça fait monter, le pétrole. Ça, c'est pareil logique. Hein. Donc, voilà, c'est... c'est-à-dire que c'est le moment de se débarrasser de... En fait, c'est ça. En fait, le problème, c'est vrai que c'est la tête de la pieuvre, hein, quand même. C'est la tête de l'hydre. Ils ont déjà perdu tous les alliés qu'ils avaient au Liban, tous ces espèces de... Même le Hamas et compagnie. Le Hamas, le Fatah, tout ça, ça a été quand ils se sont alliés, et quand ils ont attaqué Israël et aussi après le octobre, là, il y a 3 ans. Donc, oui, il y a des choses qui se font. Alors, une chose, Charles, qui m'a frappé quand même, et qui a dû vous frapper aussi, qu'à le dire, c'est que quand même l'Angleterre, qui dit, attention, si vous attaquez l'Iran, vous n'utiliserez pas nos bases, disent-ils aux Américains. Alors, on se dit quand même, on a assez peu entendu ça, enfin cette espèce d'alliance, de sainte alliance anglo-américaine. Là, est-ce que c'est encore... Vous savez, Starmer, c'est un gros crétin. Hein. Ça, c'est clair. D'abord, c'est un gros crétin, et ensuite, il fait partie de cette alliance européenne qui cherche désespérément à créer Eurabia. Vous savez, c'était la fameuse... À laquelle appartiennent notre Macron national et Merz. Donc là, si vous voulez, c'est... Mais la vraie question, c'est Diego Garcia. Et Diego Garcia, qui est la grande base là-bas, de l'autre côté de Madagascar, enfin en haut là, au nord. Et Diego Garcia était tenu par une île. C'était une île anglaise en fait, et qui a été donnée aux États-Unis pour faire la base militaire. Mais maintenant, ce crétin de Starmer a redonné l'indépendance à la maison mère en quelque sorte, qui est une petite île à côté de Diego Garcia. Et donc, vous pouvez vous retrouver... Non, c'est pas l'île Maurice, je sais pas. Non, c'est pas l'île Maurice. Non, l'île Maurice, elle est indépendante, mais elle est pas loin. Hein. Et donc, oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce de rodomontade, à votre avis, de Starmer. Ça fait partie de ces discours européens. On va faire un malheur. Mais faire des malheurs quand vous n'avez pas d'armée, je crois que l'armée anglaise aujourd'hui, c'est 70 000 hommes dans l'armée, dont 20 000 sont en état de combattre quand même. Donc. Et retenez-moi où je mets un malheur et on voit bien ce qui se passe. Et je voudrais avoir un peu votre sentiment, on fait un tour d'horizon, Charles Gave, sur les suites quand même assez spectaculaires, parce que ça dormait depuis des années, de l'affaire Epstein. Les 3 millions de pages qui sont sorties, les photos... Il y en a encore, hein. Il y en a encore, oui, absolument. Et les démissions on a vu ce qui s'est passé en France. Vous savez que le parquet a ouvert, notre parquet national a ouvert 2 enquêtes pour les conséquences françaises. On verra ce que ça donne, mais ça y est. Et puis, tout le reste, les démissions de Mendelssohn, ce qui s'est passé avec le prince Andrew, mais ça, on le savait. Non, mais le prince Andrew, c'est important, parce qu'on ne pouvait pas mettre des gens en tôle, etc., si le prince Andrew n'était pas coincé. On débouche, à mon avis, la machine judiciaire. Tant qu'il y avait le prince Andrew, on pouvait rien faire. Ah oui, maintenant qu'il est effectivement... maintenant que lui il est dans le tuyau, il est sorti, maintenant on va pouvoir en mettre des... Vous pensez qu'il y aura des conséquences très fortes? Rappelez-vous, quand vous et moi on parlait de ça au moment de laptop de Hunter Biden. On disait qu'est-ce qui se passe si ça sort? On verra les démissions de cascade. C'était un ministre de la Justice démocrate. Exactement. Alors, la grande question, c'est... Je sais pas si c'est une manœuvre, mais parce que il est coquin, Trump. Il est coquin. Si vous voulez,
il sait très bien qu'il y a à peu près que des démocrates qui sont chopés dans le coup. Donc, il a fait semblant de ne pas pouvoir libérer les trucs. Et donc, les démocrates se sont dit, s'il ne veut pas les libérer, c'est qu'il y a des choses contre lui. Absolument. Ils ont joué là-dessus. Donc, ils ont poussé des cris. Et maintenant, j'ai vu une démocrate qui disait, mais pourquoi vous avez lâché de libérer tout ça, quoi. Donc, les démocrates commencent à se dire, on nous a peut-être, on s'est peut-être fait avoir. Il les a piégés avec Musk, d'ailleurs. Avec Musk. Et Musk a déjà dit qui paierait les frais judiciaires de tous les gens qui porteraient plainte à partir de maintenant. Exact. Oui, parce que aux États-Unis, si vous lancez contre l'État, vous avez peut-être raison, mais ça vous prendra 10 ans et ça vous coûtera $30 millions. Donc personne n'y allait. Tandis que maintenant, à partir du moment où c'est Musk qui paie la note. Bien sûr. Et il a les moyens de le faire. Donc, oui, il doit pouvoir embaucher quelques avocats. Et donc, pour vous, c'est le début de quelque chose qui va... C'est le début, si vous voulez. Dans mon livre précédent, j'avais parlé d'une espèce de classe mondialiste qui avait une caractéristique, c'est qu'elle aimait pas les peuples et qu'elle voulait gouverner en haut comme ça, et qu'ils avaient fait des institutions judiciaires, la Cour de justice européenne ou la Cour des droits de l'homme, etc., ils remplaçaient petit à petit le peuple comme souverain, tout à fait, comme le droit est le souverain. Mais comme c'est eux qui faisaient le droit, ça veut dire que c'était eux qui étaient le souverain, quoi. Bien sûr. Et ben cette classe est en train de se faire casser la gueule, mais... Oui, c'est la première fois qu'on assiste à une opération de laminage, en tout cas de cette ampleur. On verra jusqu'où ça ira, mais en tout cas, ça paraît bien parti. Et puis, il y en a... apparemment, il y avait un aspect pédophile qui était abominable, inutile de le dire, mais il y avait aussi un aspect d'extraordinaire collusion entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs économiques. Tout à fait. Quand on voyait que Mendelssohn envoyait, pendant la crise de 2008-2009, des informations à Epstein pour expliquer ce que faisait le gouvernement anglais et la Banque d'Angleterre. Oui, c'est extraordinaire. Epstein devenant le réceptacle de tous les renseignements possibles et imaginables. Oui, il a dû faire des inside information, comme on dit, qui sont pas tristes. Bien sûr. Donc, en fait, on se rend compte de plus en plus qu'on était gouverné par une banque de criminels, quand même. Ça, c'est une mafia. On peut dire, il y a une vraie mafia. Mais pas une mafia simplement en France, mais elle est en France, elle est en Allemagne, elle est partout. On va continuer à parler de cette mafia, on va continuer à parler de ce qui se passe aussi en France, bien sûr, avec Charles Gave. Et oui, André Berkoff, et on parlera aussi d'Emmanuel Macron, qui a hier effectivement recadré Mélanie. André Berkoff suite aux propos qu'elle a tenus sur le décès de Quentin. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Voyez ici simplement une référence à l'œil du tigre en ce début d'année. C'est le tigre qui mange le plus d'antilopes dans la savane. Emmanuel Macron sur Sud Radio, vous venez de l'entendre. Eh bien, hier, André Berkoff, en marge d'une visite officielle en Inde, il a recadré Giorgia Meloni suite à ce qu'elle a déclaré sur les réseaux sociaux après la mort du jeune Quentin Derenc à Lyon, André. Oui, alors, c'est intéressant parce qu'après avoir passé sur ce qui peut, sur ce qui peut arriver en Iran et advenir en Iran, on le souhaite d'un côté, on le redoute de l'autre, et après ce qu'on a parlé d'Epstein et de ce début d'effondrement, en tout cas d'un certain état profond, on est toujours avec Charles Gave et on constate ce petit accrochage qui a l'air de rien, mais qui dit bien où on en est, entre Giorgia Meloni, la première ministre italienne, et Emmanuel Macron, qui était en Inde, comme c'est encore hier. Alors, Giorgia Meloni, à propos de Quentin Derenc, vous savez, qui a été lynché, tabassé, et qui est mort suite aux Antifas à Lyon, suite à l'agression des Antifas. Elle avait écrit ceci, Giorgia Meloni, elle a dit, elle a écrit sur X, elle a tweeté sur X, la mort d'un garçon d'à peine plus de 20 ans, attaqué par des groupes liés à l'extrémisme de gauche dans un climat de haine idéologique qui se répand dans plusieurs pays, est une blessure pour l'Europe entière. Alors là, on aurait pu dire, après tout, c'est bien, prendre acte, et on pensait qu'Emmanuel Macron allait dire oui, c'est vrai, c'est une blessure, en tout cas, voilà. Et pas du tout, pas du tout. Le président de la République a pris la mouche
Il n'était pas du tout content de cette intervention de Mélanie, et voici ce qu'il a dit. Écoutez. Et quant aux autres commentaires politiques que je vois, je suis toujours frappé de voir que les gens qui sont nationalistes, qui ne veulent pas qu'on les embête chez eux, sont toujours les premiers à commenter ce qui se passe chez les autres. Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. Ça, c'est pour Georges Mélanie. Alors Charles Gave, que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. Comme je suis d'accord avec lui. Je suis absolument ébloui de tant de vision, parce que, après tout, lui, il a toujours défendu la souveraineté européenne, et là, il fait un appel à la souveraineté française, donc qui s'arrête pas là, qui nous rende notre souveraineté juridique, notre souveraineté monétaire, notre souveraineté sur nos frontières, notre souveraineté sur notre constitution. Donc, encore une fois, si vous voulez, ce type, il dit tout et son contraire, et il ne supporte pas la critique. Oui, c'est ça. Il ne supporte pas la critique. Et pour se débarrasser de la critique, il dit quelque chose qui lui est complètement étranger, c'est-à-dire, lui, il trouve que les moutons français sont bien gardés, si c'est les Allemands qui s'en occupent, quoi. C'est ça. Et surtout pas les Italiens. Et c'est le même qui a dit il y a 3 jours, comme vous le savez, la liberté d'expression, c'est bullshit si elle n'est pas encadrée. Voilà, encadrer la liberté d'expression, c'est... Oui, c'est comme de l'eau sèche. Hein. Vous rajoutez de l'eau, ça devient mouillé, quoi. En tout cas, il n'y a plus de liberté. Hier, André Berkoff, Giorgia Meloni a réagi vivement aux critiques d'Emmanuel Macron. Elle a dit précisément: je suis désolée qu'il a interprété ses commentaires comme une interférence. Oui, et puis c'est pas ça, c'est qu'elle... Mais vous ne pouvez pas interférer. Mais si vous êtes dans le cadre européen, elle est européenne, elle a le droit de faire des critiques sur un autre Européen. Sûr. Et elle l'a dit, Charles Gave, elle a dit, en répondant à Macron qui dit occupez-vous de ce que les nationalistes, intéressant d'ailleurs, parce que nationaliste dans la bouche de Macron, c'est une injure, hein. C'est une véritable injure. Oui, aimer son pays, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. C'est ça, c'est impossible. Et alors Mélanie dit écoutez, je constate un climat qui me déplaît, je le constate en Italie, en France et aux États-Unis, et pas seulement en France. Elle ne parle pas que de la France. J'ai également réagi à l'assassinat de Charlie Kirk au moment des faits, non par volonté de m'immiscer dans les affaires d'autrui, mais parce que je crois que c'est une réflexion que les classes dirigeantes doivent mener sur la manière de lutter contre un climat qui risque de nous faire régresser de plusieurs décennies. Inutile que l'Italie a très bien vécu, que la France, entre autres, connaît très bien, pour avoir, la petite pique de Mélanie, pour avoir accordé l'asile politique à plusieurs membres des Brigades Rouges pendant des décennies. J'ai donc pas perçu ça comme une ingérence. Elle a parfaitement raison, cette dame. Mais la réalité, c'est que si j'ose m'exprimer ainsi, j'ai un vieil ami qui s'appelle Xavier Offert, que vous avez dû recevoir de temps en temps. Tout à fait. Qui connaît un peu tous ces problèmes de police et tout, et qui assure, qui veut bien l'entendre, que le gouvernement français a les adresses de tous les blackboards, de toutes les saloperies, tous les gars qui créent des troubles. Les black blocs, oui. Les black blocs, tout ça. Il dit, ils ont toutes les adresses. Mais c'est très intéressant pour eux d'avoir ces gars-là, parce que chaque fois qu'il y a des manifestations de leurs opposants, les types vont les troubler, et du coup, ça montre les opposants comme des dangereux. Ça. Qui crée le désordre. Qui crée le désordre. Et donc, ce que cherche à faire Macron, c'est simplement, il se replie maintenant, mais il n'a jamais fait la moindre effort pour empêcher la criminalité de l'extrême gauche de s'exprimer. Il a tout fait pour qu'elle se répandre. Il n'a jamais rien fait. Et la preuve, on va pas parler des emplois fictifs du député LFI Raphaël Arnoux, c'est intéressant. Les emplois fictifs, on les dénonce quand c'est François Fillon, quand c'est Marine Le Pen. Mais là, quand on a des attachés parlementaires qui descendent à Lyon pour aller casser la gueule des gars. Voilà, qui sont attachés parlementaires du député du Vaucluse, je le rappelle, en passant, mais enfin c'est intéressant. C'est mon député. Hein? À Avignon, c'est mon député. Oui, je l'ai pas élu. Vous avez voté pour lui? Non. André Berkoff, nous allons donner la parole à Emmanuel qui nous appelle de Suresnes. Bonjour à vous Emmanuel. Bonjour Emmanuel, on vous écoute. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, je voulais en fait parler de quelque chose qui m'a un peu sauté aux yeux ou à l'oreille. Oui. En ce qui concerne Quentin, je trouve quand même très suspect qu'il n'y ait eu aucune force de l'ordre, aucune police dans la rue, dans les rues adjacentes. À ce moment-là, il y avait donc les quelques jeunes qui étaient avec Quentin, et puis débarque la milice cagoulée, armée, etc. De la jeune garde pour écraser les autres. Je trouve bizarre qu'il n'y ait pas eu du tout de policiers, et je me demande si Grégory Doucet, si le maire de Lyon, qui savait parfaitement que cette réunion allait avoir lieu, qui savait parfaitement
qu'il pouvait y avoir des accrochages, s'il n'a pas simplement commis le truc horrible de déléguer aux gens de la jeune garde le rôle de flic antifasciste dans les rues autour de Sciences Po Lyon. Écoutez, c'est trop bizarre, cette absence de la police à ce moment-là. Moi, je suis quasiment convaincu qu'il y a eu une complicité objective et qu'il y a eu une délégation, en quelque sorte, de la part de la mairie de Lyon du rôle de police aux gens de la jeune garde. Emmanuel, on vous entend, évidemment, on peut pas l'affirmer parce qu'il faudrait la preuve de cela. Et excusez-moi. Oui, Charles Gave, vous vouliez réagir à ça? Je veux dire, c'est exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire que ces gars-là sont là pour faire penser que chaque fois qu'il y a le Rassemblement National ou des gens qui font une manifestation, il y a des troubles. Donc, d'ailleurs, en tant qu'ancien universitaire, je tiens à signaler que dans ma jeunesse, il était hors de question qu'il y ait des réunions politiques à l'intérieur des universités. Oui, c'est vrai, alors que là, c'était véritablement... Normalement, dans les universités, le doyen doit interdire les réunions politiques. Des échanges d'idées avec quelqu'un, ça va très bien, mais quelqu'un qui est aussi marqué politiquement que cette dame, c'est incroyable qu'elle ait eu le droit de parler à Sciences Po Lyon. Et ce qui est, alors, en fait, c'est étonnant, justement, pour répondre à Emmanuel, on ne sait pas. Mais je rappellerai simplement que le député, le maire de Lyon actuel, a essayé d'empêcher, a demandé au préfet d'empêcher la marche qui doit se tenir pour Quentin, en hommage à la mémoire de Quentin, demain, samedi, à Lyon. C'est-à-dire que le maire de Lyon voulait empêcher sa population, enfin une partie de la population, de rendre hommage à Quentin. C'est quand même un sacré, plus que clivage, une sacrée césure. Mais vous remarquerez quelque chose, c'est au moment de l'assassinat de Kirk, ou de l'assassinat de ce petit gamin, les gens de gauche disent, oui, nous on est empêché toute violence, etc. Mais, vous remarquez, il met toujours un mais. Oui. En d'autres termes, ils vous disent mais il l'a bien mérité, quoi, parce qu'il avait qu'à fermer sa gueule, il lui serait rien arrivé. C'est incroyable ce mais. Qu'on mette un mais derrière ça. Mais en plus, quand vous dites qu'à la gauche du centre, vous êtes déjà un fasciste hitlérien, et le fascisme doit être éliminé. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Enfin, pour certains. Oui, mais c'est bien joli tout ça, mais qui décide que je suis un fasciste hitlérien? Par exemple, ils ont décidé que les catholiques étaient des fascistes hitlériens. Bon, je veux bien, mais ça a été une des rares zones de résistance, l'Église catholique, en partie, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le cardinal à Toulouse a eu un rôle... je sais plus comment il s'appelle, enfin, le fameux cardinal, oui, tout à fait. Bon, il y a eu des deux côtés. Le problème, il n'est pas là, c'est qu'on refait les heures les plus sombres de notre histoire, alors que nous sommes dans un contexte tout à fait différent. Mais en tout cas, Charles Gave, pour terminer, est-ce qu'on est actuellement en France, dans quoi? Dans une espèce de fin de règne, de césure. On a l'impression que les mots ont changé de sens, que les sens ont changé de mots. Bah oui, vous savez, d'abord ils avaient capturé le logos. Vous savez, c'était ma vieille idée, c'est que celui qui tient le logos, c'est-à-dire la façon officielle de parler, tient le pays. Pendant des années, vous étiez un des rares à avoir un logos à peu près libre. Puis il y a Zemmour qui est arrivé, qui a fait sauter le logos officiel et tout, et maintenant on peut parler librement. Et ça, ils le supportent pas. Parce qu'ils tiennent les gens par la peur et par... Ce que disait Solzhenitsyn, qui était très fort, c'est qu'il disait quand il y a un logos officiel... Un narratif, c'est ça. Un narratif officiel, oui. Officiel, dès que quelqu'un s'en écarte, tout le monde se tait en disant mais il est fou celui-là, quoi. Donc vous repérez immédiatement le dissident, si j'ose dire. Et à ce moment-là, vous découvrez qu'il n'a pas le droit de parler sur... qu'il ne sera plus jamais invité à la télévision, etc. etc. Donc le marqueur du langage est une façon de montrer votre soumission. C'est ça. Si vous utilisez leur langue, et aujourd'hui, ils n'y arrivent plus, et ils pètent les plombs. Merci Charles Gave, merci de votre intervention, et à très très bientôt. Géré par des clampins complètement incompétents, nos banquiers centraux. Oui, ça c'est bon. Bravo. Et oui, André Berkoff, à présent, parlons d'un autre sujet qui vous a mis dans tous vos états cette semaine, à savoir une enquête ouverte par la Banque de France sur l'un de ses cadres suite à une dénonciation de la CGT. Incroyable. Oui, c'est très intéressant. Là, vous savez qu'on disait en Angleterre, alors cette Angleterre, qu'est-ce qu'elle devient? Parce que maintenant, on vous poursuit peut-être sur des posts que vous mettez sur Twitter, sur X. Voilà, vous mettez une opinion, et vous allez être poursuivi. En Angleterre, même la police, quelquefois, vient chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le syndicat
syndicat CGT de la Banque de France a dénoncé l'activité sur LinkedIn d'un membre de la direction donc de la dite Banque de France. Pourquoi ? Parce il faisait un like sur les publications de Sarah Knafo et de Mathieu Vallée. Sarah Knafo de Reconquête et Mathieu Vallée du Rassemblement National. Eh bien, dans une lettre ouverte au gouverneur François Villeroy de Galhau, qu'il est encore, mais qui s'en va bientôt, comme vous le savez, la CGT a dénoncé les agissements du directeur général des services à l'économie et du réseau, monsieur Hervé Gonsard. Alors, il a montré des captures d'écran. Qu'est-ce qu'il lui reproche ? Écoutez-moi bien, d'avoir aimé, liké, comme on dit dans le jargon en anglais, des publications de personnalités politiques de droite, c'est-à-dire qu'il a reproduit un tweet de Sarah Knafo ou de l'eurodéputé Mathieu Vallée. Et il a liké en plus, alors horreur et horreur des horreurs, un post de la présentatrice de CNews, Christine Kelly, rendant hommage à Napoléon. Mais c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire, on rend hommage à Napoléon? Ben vous êtes un dangereux fasciste. Ou encore une vidéo sur laquelle figure notamment la présidente du collectif Némésis, Alice Cordier. Encore une ultra-fasciste de l'extrême droite, etc., etc. Et alors la CGT dit quand même, il n'y a pas le syndicat CGT, c'est quand même un syndicat qui a une tradition plus que des signal centenaire. Et on devient ça. On devient dénonciation de contenu d'extrême droite, public, laïqué, de l'Union européenne, etc. Nous sommes dans l'institution d'État. Voilà. Et alors, mardi après-midi, évidemment, le cadre de la Banque de France avait effacé toutes ces publications. Voilà. Alors, on fait une enquête interne. On rappelle quand même que ce ne sont pas les opinions privées de chacun leur diversité, mais le fait de les exprimer publiquement sur un réseau social professionnel. C'est-à-dire que vous avez le droit d'avoir des opinions, bien sûr, mais si vous prenez dans un réseau social professionnel, vous n'avez plus le droit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ces gens-là savent encore ce que ça veut dire que la liberté d'expression? Non, ils ne le savent pas. C'est extraordinaire. Mais moi, je serais ravi, et tout le monde, que la CGT donne ses opinions, et c'est très bien. L'opinion, on en est aujourd'hui au stade où il faut éliminer d'une manière ou d'une autre, quelquefois physiquement, les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, ou avec la doxa dominante. Mais on est où dans ce cas-là? Ça va pas du tout. C'est grave. Et oui, ça ne va pas du tout, André Berkoff, et ça ne va pas du tout non plus à la sécurité sociale, André Berkoff. Dans un instant sur Sud Radio, c'est un coup de gueule que vous allez pousser effectivement contre la Sécu qui rembourse des opérations, et ça pose question. À tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. J'ai refait mon nez 2 fois. J'ai refait mes lèvres en total 13 fois. J'ai refait des injections au CERN, injections de Botox. J'ai fait mes fesses 3 fois. La parole des engins comme vous, ça va être fourni avec une notice, hein. Oui, il a refait ses fesses, il a refait ses lèvres, il a tout refait. Oui, il a tout refait, André Berkoff. Il s'agit exactement de l'influenceur Yoann Perrani, exactement. Il a déclenché cette semaine une vive polémique sur les réseaux sociaux, André, en annonçant que la sécurité sociale allait lui rembourser une chirurgie qui pose question, André Berkoff. Écoutez, une chirurgie qui pose question, on va en parler parce qu'en ce moment, et on en a parlé pour un autre sujet, mais alors, extraordinaire quand même, Yoann Perrani, franchement, recordman, chapeau. 13 injections aux lèvres, 13. Donc il a reçu du silicone interdit à Dubaï et il souhaite la retirer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, à Dubaï, on lui a mis du silicone dans les lèvres à injection, 13 interventions esthétiques. Ah oui, et il a des lèvres énormes, André. Ah, écoutez, je n'ai pas vu, mais il paraît que c'est un portail, quoi. C'est carrément un portail, c'est une espèce de porte cochère, mais pourquoi pas, chacun fait ce qu'il veut, sauf que, effectivement, il dit voilà, mais c'est trop, et il souhaite que, à Paris, enfin en France en tout cas, bien qu'on arrange, il va faire une future opération, et ça doit être la Sécu qui doit le rembourser. La Sécu, ça veut dire nous, ça veut dire l'État. Voilà. Alors lui, c'est un influenceur, il a 16 000 abonnés sur Instagram. Il décide d'abord, je rappelle, de multiplier les inventions de médecine esthétique. Donc, la forme de ses lèvres, il dit aussi les fesses, et il dit qu'il est tombé dans un cercle vicieux, en s'injectant jusqu'à 13 fois de l'acide
hyaluronique. Un millilitre, puis un autre, etc. Il serait plus. Puis, résultat, ça va pas. Il paraît que ça va pas du tout. Alors, il regarde et il s'est dit, bon, il est allé, donc, il a utilisé un produit interdit en France et on l'avait pas informé. Donc, de retour dans l'Hexagone, Johan Perrani tente de dissoudre le produit avec de l'hyaluronidase. Ça marche pas. Il y a du silicone. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Une chirurgie pour tout retirer. Je vais le retirer, du coup, ils m'opèrent à l'intérieur de la lèvre, supérieure, inférieure, ils vont me retirer le silicone, sauf qu'il te faut une cicatrice. Eh oui, il y a des problèmes, là. Donc, il va disparaître des réseaux pendant un mois, aux grandes dames des 16 000 followers. Voilà, anesthésie locale. Alors, il demande combien ça coûte. On dit que ça va lui coûter 2300 €. Alors voilà, et c'est intégralement remboursé par la Sécu. Bien, écoutez, polémique sur les réseaux sociaux, mais je rappelle que si vous voulez changer de genre, si vous êtes un homme et vous voulez devenir une femme, avec toutes les ablations qu'il faut faire du point de vue de la chirurgie, pas seulement esthétique, avec tout ce qu'il faut avaler comme testostérone ou autre, ça coûte en moyenne 120 000 €. Et est-ce que vous savez, on en avait parlé avec Dora Muto et Marguerite Stern quand ils ont fait leur bouquin sur les transgenres, vous savez, ça coûte 125 000 €. C'est de par la loi entièrement remboursé par la sécurité sociale. 125 000 €. Vous voyez, on est loin des 2300 € que demande la sécurité sociale, qui vont rembourser à Johan Perroni. Voilà, nous en sommes là en France, voyez. Faites ce que vous voulez. Charcutez-vous, l'État rembourse. C'est pas cher, comme disait l'illustre François Hollande, c'est l'État qui paye et c'est l'État qui silicone ou enlève la silicone. À présent, nous partons au Royaume-Uni pour parler d'une affaire incroyable. Un employé d'un supermarché Lidl a été licencié pour faute grave, et ce pour de bien minables raisons, André. Oui, alors ça, c'est quand même une très belle histoire, encore l'Angleterre. Franchement, je sais pas ce qui se passe en Angleterre, mais il y a quelque chose à dire. Quand De Gaulle disait « l'Angleterre, je la veux nue », on se demande si c'est pas pour de bonnes raisons, en l'occurrence. Alors voilà, il s'agit de Julian Oxborough, qui est fidèle employé de Lidl, du supermarché Lidl, depuis 10 ans, dans un magasin de Wincanton en Angleterre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Oxborough a bu une simple bouteille d'eau sans la payer. Une bouteille d'eau qui valait 20 centimes, une bouteille d'eau, voilà, dans Lidl. Il a été licencié pour cela. Licencié. Voilà, 19 juillet 24, vous voyez, il y a un an et demi, un client veut acheter une bouteille d'eau sortie d'un pack, mais sans code barre. Il l'échange contre une autre et laisse la première sur le comptoir. Donc, plus tard, Julian Oxborough, assoiffé pendant son service, boit cette bouteille qui avait été abandonnée sur son poste de travail. Il se rappelle pas s'il a encaissé la bouteille ou pas. Je rappelle que c'est une petite bouteille d'eau. On l'a dit à quoi? Tu as fait ça? Viré. Eh oui. Karina Moon, la responsable du secteur qui a mené l'enquête, dit l'explication varie trop. Pourquoi ne pas avoir pris l'eau du robinet? C'est vrai, pourquoi? Pourquoi ne pas s'être manifesté dans les 4 jours après les faits quand le préconise la procédure? C'est vrai, pourquoi? Sans elle, il n'y avait pas d'autre option que le licenciement immédiat. Licencier immédiatement alors qu'on ne peut lui dire écoute, tu as fait une connerie, rembourse. C'est pas un problème. Non, licenciement. Et la décision, c'est là où ça devient très intéressant dans ce cher et doux pays d'Albion, c'est que la décision a été confirmée par le tribunal du travail de Southampton, qui jugeait le recours pour licenciement abusif de l'ex-employé. Devant la cour, Julian Oxborough a répété ses explications: fatigue, stress, chaleur, soif, malaise, peur d'attraper le Covid de sa compagne, bus à prendre, rien n'y fait. Voilà, le juge a dit, a rejeté le recours de Julian. Et oui, c'était la semaine dernière, André Berkoff. Exactement. Voilà. Et donc, il est licencié. Voilà. Sachez que si vous faites la moindre des choses comme ça, on est licencié. En revanche, en Angleterre, on peut mettre des dizaines de milliers de jeunes filles en esclavage sexuel, à les tabasser, à les prostituer, etc., par des grooming gangs pendant 20-30 ans. Là, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Ça s'appelle la perfide
Albion, ça? Quelle bande d'hypocrites! Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Et oui, mais aujourd'hui, tout ne va pas très bien, André Berkoff, en France. Un recul de notre pays dans l'ordre économique européen sonne l'alarme, André. Eh bien oui, sonne l'alarme. Écoutez, c'est très simple. Après la Pologne, l'Italie est désormais plus riche que la France pour la première fois de son histoire. Une richesse par habitant supérieure à celle de la France. Oui. On est maintenant classé, la France, après la Pologne et après l'Italie. L'Italie de Giorgia Meloni, rappelez-vous ce qu'on disait il y a 2 ans quand elle est arrivée au pouvoir, mais ça va être la faillite, l'Italie est fichue, l'Italie va sombrer dans le queue de peloton, etc. Et ben écoutez, dynamique patrimoniale beaucoup plus favorable, appauvrissement relatif français en toile de fond, le dépassement italien, encore une fois, met en lumière un appauvrissement relatif de la France, plutôt qu'un enrichissement spectaculaire de son voisin transalpin. C'est pas eux qui ont tout tapé et qui ont cassé les nuages, qui ont cassé l'horizon. C'est nous qui avons reculé et reculons encore. Je rappelle que depuis 2017, 1 milliard, 1000 milliards de dettes supplémentaires, excusez-moi. On en sommes 3400 milliards de dettes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on en arrive là? Eh ben, c'est très simple, c'est que dans ce climat de recomposition, de plus en plus d'épargnants s'orientent vers des investissements alternatifs et visant la débancarisation partielle et la protection du capital. Les lingots d'or, lingots d'argent et pièces d'or occupent une place centrale dans cette stratégie de sécurisation de l'épargne, en dehors des circuits financiers traditionnels. Ces actifs tangibles, alors que ce soit la pierre, l'or, l'argent, eh ben voilà, les gens se méfient de plus en plus, se demandent à quelle sauce ils seront mangés et savent qu'ils risquent d'être véritablement dévorés. Et on a un problème là, et ben ça continue encore et encore. Et on s'occupe alors de savoir ce qu'on va dire à Mélanie, on s'occupe de savoir, ça c'est extraordinaire, hein, si là on va vous demander votre âge pour aller sur Internet, pour soi-disant protéger les enfants de ce point de vue-là, on se demande de quoi il s'agit. On va vous demander aussi, attention, la levée de l'anonymat. Et oui, vous ne pourrez plus vous exprimer sur Internet avec un pseudonyme. Non, il faut donner votre nom, quitte à vous faire virer de votre emploi, que vos employeurs vous renvoient, évidemment. Ça veut dire qu'on ne pourra plus parler, ça veut dire qu'on ne pourra plus rien dire, qu'un certain nombre de vous ne pourront bien rien dire, et ça veut dire ce que disait Charles Gave il y a quelque temps, vous avez une élite, vous avez une congrès qui veut dissoudre le peuple. Alors, on n'est plus du temps de Hitler, Pol Pot, Staline. Non, on va pas tuer, on va pas éliminer. Simplement, on va bâillonner. Et comme disait l'immortel Klaus Schwab du Forum économique de Davos, eh bien, vous n'aurez rien, mais vous serez heureux. C'est ça l'horizon indépassable de notre temps. À vous de voir, qui votera verra. Et oui, dans un instant sur Sud Radio, en direct de 13h à 14h, notre invité sera Fergan Aziari, essayiste remarquable, André. Il publie un essai qui s'intitule « L'islam contre la modernité », un essai courageux au service d'un combat désormais inévitable contre l'intolérance, le fanatisme et l'oppression, écrit-il. Il sera avec nous dans un instant sur Sud Radio. Vous pouvez réagir au 0826 300 300. Nous sommes en direct jusqu'à 14h. On attend vos appels.